Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de ce congrès pour leur aimable invitation et pour leur confiance renouvelée. Et puis aussi pour la très grande qualité de leur accueil. C'est toujours un plaisir de venir en Belgique, mais dans un cadre semblable, c'est vraiment magnifique. Et puis je note aussi leur humour, parce qu'inviter des Français à Waterloo, même 200 ans après, c'est pas banal. Mais plus sérieusement, il va être question dans cette communication de la transparence patrimoniale en droit européen. Et d'ailleurs, les termes de droit européen pourraient être écrits au pluriel, parce qu'il va être question de l'action de l'Union européenne et de celle du Conseil de l'Europe. Dans le contexte qui lie ou qui oppose un créancier à son débiteur, la transparence patrimoniale peut être définie comme la situation dans laquelle est garanti l'accès aux informations qui sont relatives à la localisation et à l'identification du patrimoine des débiteurs et information qui est nécessaire à l'exécution d'un titre exécutoire. Et à cet égard, on n'insistera jamais assez sur l'importance de l'accès aux informations pour l'efficacité de l'exécution, qu'elle soit forcée ou négociée d'ailleurs. Car, vous le savez, la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée suppose au préalable des renseignements fiables et précis sur la consistance du patrimoine du débiteur. Mais il n'est pas excessif de considérer également que le débiteur qui ne peut plus cacher ses biens en raison de la transparence patrimoniale, y compris en les déplaçant à l'étranger, sera plus enclin à s'engager dans un processus de négociation et d'exécution dite amiable. Alors, lorsqu'elle est appliquée au patrimoine du débiteur, la notion de transparence est susceptible de degrés. Et dans un état de droit, on ne peut pas atteindre le degré maximal qui correspondrait à la négation des droits fondamentaux du débiteur. Alors, toute la difficulté repose sur la délicate recherche d'un juste équilibre, d'une conciliation idéale entre le droit à l'information, qui est une composante du droit à l'exécution, et d'autre part les droits du débiteur, et notamment le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Et l'opacification croissante des différents patrimoines donne une actualité renouvelée à cette recherche d'équilibre entre les différents intérêts à présence. Et à ce propos, on le sait, les solutions qui sont privilégiées par les législateurs nationaux sont très différentes. Emmanuel Guinchard nous en dira beaucoup plus sur ce point. Et si une telle diversité entre les législations nationales n'est pas critiquable en soi, elle peut le devenir dans certains cas. Elle peut le devenir, par exemple, quand les législateurs nationaux prennent des solutions qui prêtent le flanc à la critique au regard, par exemple, des droits fondamentaux du créancier, tels que protégés, par exemple, sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette disparité peut également être inopportune lorsqu'elle se matérialise par une inégalité entre les créanciers européens. Et cela est particulièrement inopportun dans les espaces judiciaires communautaires comme l'Union européenne. Dès lors, on ne sera pas surpris d'apprendre que tant le Conseil de l'Europe que l'Union européenne se sont intéressés à la problématique de la transparence patrimoniale. L'analyse croisée des actions menées par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne dans ce domaine conduit à opérer un double constat. Un constat d'inachèvement des travaux et un constat de complémentarité des approches de la problématique de transparence patrimoniale. Et fort de ce constat, il est permis de se demander dans quelle mesure une mise en relation plus étroite de ces travaux pourrait être opportune, et pourrait être opportune dans un but précis, qui est la création d'ores et déjà annoncée d'instruments législatifs de l'Union européenne spécialement consacrés à la transparence patrimoniale. Donc voyons donc dans un premier temps la coexistence actuelle des travaux de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, et dans un second temps, dans une approche un peu plus prospective, nous nous lancerons dans l'énoncé de suggestions concernant la combinaison étroite des travaux
de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe dans l'optique de la création d'une législation de l'Union européenne particulièrement spécialisée dans ce domaine-là. Alors qu'en est-il des travaux du Conseil de l'Europe tout d'abord? Le Conseil de l'Europe met en avant le juste équilibre entre les droits du créancier et les droits du débiteur, et c'est un peu le principe qui constitue la pierre angulaire de son action en matière de transparence patrimoniale. Et décliné en matière d'investigation patrimoniale, ce principe a permis d'affirmer dans une recommandation de 2003, le Comité des ministres, qui est un organe du Conseil de l'Europe, affirmait que la recherche des biens du débiteur doit être rendue aussi efficace que possible en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l'homme et de protection des données. Et cette affirmation-là a été précisée par un autre organe du Conseil de l'Europe, qui est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Elle a précisé cette affirmation dans 2 documents. Un premier document, les lignes directrices en matière d'exécution de 2009, et un second document, plus récent, qui date de décembre 2015, qui est le guide des bonnes pratiques en matière d'exécution des décisions de justice. Alors, ces précisions vont dans 2 sens. On apporte des précisions sur les informations patrimoniales accessibles et sur les modalités d'accès à ces informations. Alors, un mot sur les informations patrimoniales accessibles selon le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe développe des arguments sur la nature des informations accessibles ainsi que sur les personnes susceptibles de les collecter. S'agissant de la nature de l'information accessible, fort justement, le Conseil de l'Europe considère que la question de la transparence patrimoniale ne s'épuise pas dans la recherche des éléments actifs du patrimoine du débiteur, c'est-à-dire l'objet des poursuites, c'est-à-dire l'identification des différents biens meubles, immeubles, corporels ou incorporels. Non, pour le Conseil de l'Europe, il faut aller plus loin et envisager un autre volet de la transparence patrimoniale, qui est la recherche des éléments passifs du patrimoine, c'est-à-dire simplement une information sur les procédures d'exécution en cours. S'agissant ensuite des destinataires de l'information, le Conseil de l'Europe s'est posé une question. Est-ce que le créancier doit être celui à qui on révèle les informations recueillies à l'issue des procédures d'investigation? Et là, le Conseil de l'Europe répond sans ambiguïté. Il met de côté, bien entendu, les informations qui sont disponibles dans les registres publics, qui sont accessibles à tout le monde, mais pour les autres informations, il considère que non. Le créancier ne doit pas être le destinataire de l'information. Le destinataire de l'information doit être un professionnel tributaire du devoir de confidentialité. Cela afin de préserver les intérêts légitimes des débiteurs, bien entendu. Alors, pour ce qui est à présent des modalités d'accès aux informations, on le sait, Emmanuel Guinchard le dira avec beaucoup plus de précision, il existe au moins 2 grands modes d'accès à l'information en Europe. Il y a l'information, la procédure qui est menée auprès du débiteur et qui se matérialise par une déclaration de patrimoine. Et puis il y a la procédure qui est menée auprès de tiers, que ce soit des institutions, administrations ou alors un banquier ou l'employeur du débiteur. Et donc il est guère surprenant que dans les travaux du Conseil de l'Europe, on retrouve une trace de ces 2 modes d'accès, de ces 2 grands modes d'accès à l'information. À la vérité, le Conseil de l'Europe insiste surtout sur l'information et la recherche d'informations menées auprès des tiers. Il met un peu de côté la recherche des informations faites auprès du débiteur. Alors, il y a beaucoup d'explications, de nombreuses explications peut-être avancées. Il y en a une qui retient particulièrement l'attention. Il faut garder à l'esprit que la recherche d'informations menée auprès du débiteur lui-même, qui se caractérise par une déclaration de patrimoine, eh bien, est efficace que si la sanction est efficace. La sanction de la mauvaise exécution de cette obligation d'information, c'est-à-dire le refus de déclarer son patrimoine ou alors faire une déclaration fausse et volontairement inexacte. Or, on s'aperçoit qu'en Europe, les sanctions sont nombreuses et variées.
Mais il y en a une qui semble plus efficace que les autres, c'est la sanction pénale, et particulièrement l'emprisonnement. Mais dans ce cas-là, on tombe dans une controverse en Europe, car tous les États ne sont pas favorables à une pénalisation de l'exécution des décisions rendues en matière civile. Et de fait, on peut se demander si la sanction pénale, et notamment l'emprisonnement, est une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi, qui est finalement la protection d'intérêts privés. Sauf à considérer, bien entendu, que c'est toute la crédibilité de la justice qui est en cause, auquel cas il y aurait un intérêt général pour justifier éventuellement une peine d'emprisonnement contre un débiteur qui n'exécuterait pas son obligation de déclaration patrimoniale. Donc, à mon sens, fort logiquement, la CEPEJ, la Commission pour l'efficacité de la justice, organe du Conseil de l'Europe, se concentre sur la recherche d'informations auprès de tiers. Organismes publics, employeurs ou banques du débiteur. Concernant les éléments passifs du patrimoine, elle encourage les États à créer un fichier tel que celui qui existe en Belgique, le fichier des avis de saisie. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un point. Dans le document dont j'ai parlé précédemment, celui adopté en 2015, le guide des bonnes pratiques en matière d'exécution, votre fichier des avis de saisie est présenté comme le modèle en Europe, celui qui devrait faire école. Alors bien entendu, il faudra faire attention à l'expérience et consulter les praticiens sur l'usage de ce fichier, qui n'est sans doute pas parfait. Mais ça reste le modèle à suivre. Concernant les éléments actifs du patrimoine, cette fois, le Conseil de l'Europe mise surtout sur l'accès à des registres qui contiennent de nombreuses informations, tels que les registres qui sont tenus par l'administration fiscale ou des registres qui sont tenus par la sécurité sociale. Pourquoi ? C'est très simple. Si vous donnez uniquement accès à des registres qui contiennent des informations parcellaires, vous multipliez les demandes. Et si vous multipliez les demandes, vous multipliez les frais qui, au final, sont supportés par le débiteur. Donc, donner accès, c'est du moins le sens du propos du Conseil de l'Europe et de la CEPEJ en particulier, donner accès à des fichiers qui contiennent de nombreuses informations. Enfin, et pour finir sur les travaux du Conseil de l'Europe, on s'intéresse sur l'usage qui peut être fait des informations patrimoniales. Ici, la position de la CEPEJ peut se résumer en deux idées très simples. Première idée, il faut protéger les intérêts légitimes du débiteur en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes qui interviennent dans la procédure d'investigation patrimoniale. Seconde idée, et cette fois plus dans le sens de l'efficacité, il faut permettre un usage multiple des informations recueillies. Et ça va à l'encontre de certaines législations nationales, dont la législation française, qui est extrêmement critiquable sur ce point, à mon sens. Donc, vous l'avez compris, le Conseil de l'Europe envisage la transparence patrimoniale à travers l'énoncé de standards européens susceptibles d'inspirer les législateurs nationaux. L'Union européenne envisage les choses de façon très différente. Elle envisage les choses en créant des instruments législatifs contraignants qui facilitent l'obtention des preuves à l'étranger. Donc, voyons ce qu'il en est à présent pour l'Union européenne. Il faut être clair dès le départ. Il n'existe pas aujourd'hui d'instrument législatif entièrement consacré à la transparence patrimoniale. En revanche, il existe des règlements qui ont un objet plus vaste, mais qui contiennent des dispositions relatives à la recherche des informations patrimoniales. Le président Debré en a cité un, le règlement sur la saisie conservatoire des avoirs bancaires. Il y en a un autre, qui est celui sur le recouvrement des obligations alimentaires. Et ces deux règlements envisagent la problématique de la transparence patrimoniale sous un angle bien précis, qui est celui de la facilitation des recherches à l'étranger. On ne va pas rentrer dans le détail de ces procédures, parce que ce n'est pas l'objet de ce congrès, mais disons quand même quelques mots sur l'essentiel, et on va commencer par le règlement sur les obligations alimentaires. On dira ensuite quelques mots sur le règlement sur la saisie conservatoire des avoirs bancaires. Alors, qu'en est-il du recouvrement des obligations alimentaires tout d'abord ? Vous le savez, depuis le 18 juin 2011, d'ailleurs 18 juin qui fait écho à la bataille de Waterloo, triste souvenir pour les Français,
Ce règlement 4/2009 sur le recouvrement des obligations alimentaires est applicable dans tous les États membres de l'Union européenne, y compris le Danemark. C'est suffisamment rare pour le souligner. C'est un règlement qui a pour objet de faciliter le recouvrement à l'étranger des obligations alimentaires qui ont trait aux relations de famille, de parenté, de mariage. Donc c'est un règlement qui a un champ d'application qui est vaste. Comme cela est traditionnellement le cas dans ce domaine du droit, ce règlement impose aux États membres de désigner une entité centrale dont l'objet, le but, la fonction principale sera de veiller au bon fonctionnement du règlement. Mais à côté de cette mission générale, l'entité centrale désignée par chaque État a une mission particulière. Elle peut être sollicitée dans une procédure en particulier et au soutien des démarches du créancier en vue de l'exécution d'un titre, par exemple. Et le règlement précise qu'elles peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour aider à localiser le débiteur et pour faciliter la recherche des informations sur son patrimoine. Donc concrètement, comment ça se passe? Le créancier va s'adresser à l'entité centrale de son pays en lui demandant des renseignements. L'entité centrale de son pays fera la demande à l'entité centrale d'un autre État membre qui elle-même sollicitera les autorités en charge de la recherche des informations. Et une fois que ces informations sont recueillies, c'est le processus inverse qui s'applique. C'est l'article 61 de ce règlement qui nous intéresse au plus haut point ici, puisque c'est la disposition centrale en matière d'investigation patrimoniale dans le cadre de ce règlement 4/2009. Et on y retrouve des précisions sur la finalité de la recherche des informations patrimoniales, sur les personnes qui peuvent être sollicitées et sur les informations accessibles. Donc, juste un mot sur ces 3 points très brièvement. Qu'en est-il en premier lieu de la collecte des informations patrimoniales? Eh bien, cette collecte des informations patrimoniales est résolument placée dans l'optique du recouvrement des obligations alimentaires. Il est indiqué que l'autorité centrale requise, c'est-à-dire l'autorité centrale de l'État membre d'exécution, doit mettre en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations qui sont limitativement prévues dans le règlement, pour permettre de recueillir les informations nécessaires, facilitant la recherche des informations en vue de l'exécution d'un titre. En deuxième lieu, concernant les personnes qui peuvent être sollicitées, ici le règlement donne une certaine latitude aux États, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent être sollicitées peuvent être des organismes publics ou alors des particuliers. Et bien entendu, ces personnes ne peuvent pas opposer le secret professionnel ou le secret bancaire ou tout autre secret qui empêcherait la collecte des informations. Qu'en est-il maintenant de la définition des informations accessibles? Ici, le législateur a fait preuve d'originalité puisqu'il met en corrélation la nature de l'information accessible et la finalité de la demande. Alors on commence par des affirmations très classiques en indiquant que via ce processus, les informations doivent être adéquates, pertinentes et non excessives. Très classique. De façon tout aussi classique, on indique que via ce processus, on peut obtenir des informations concernant l'adresse du débiteur, concernant les revenus du débiteur, concernant son employeur éventuel, concernant sa banque éventuelle et plus généralement sur son patrimoine. Mais ensuite, le législateur de l'Union européenne fait preuve d'originalité. Par exemple, il nous indique que seule l'adresse du débiteur peut être demandée par l'autorité centrale requise lorsqu'il s'agit d'obtenir une décision de justice. En revanche, lorsqu'il s'agit d'exécuter une décision de justice, toutes les informations citées peuvent être recueillies. Mais il y a une hiérarchie qui doit être respectée. Avant d'avoir des informations générales sur le patrimoine, il faut d'abord tenter d'avoir des informations sur ses revenus, sur son employeur, sur sa banque. Et ce n'est que si ces informations ne permettent pas l'exécution qu'on a ensuite droit à accès à d'autres informations. Donc il y a une gradation dans la recherche, ce qui peut se justifier par la protection des intérêts légitimes du débiteur, mais ce qui peut être critiqué aussi, parce que ça peut conduire à multiplier les procédures et donc les frais. Un mot maintenant concernant l'autre règlement, le règlement dont a parlé le président Debré, qui est celui consacré
à l'ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires. C'est un règlement qui n'est toujours pas d'application puisqu'il rentrera en application en janvier 2017. C'est résolument une mesure conservatoire qu'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire une mesure qui va empêcher le débiteur de faire des mouvements sur son compte. On ne va pas rentrer non plus dans le détail de la procédure, disons simplement que dans le dispositif mis en place, on demande aux demandeurs de nombreuses informations dans la demande qui est faite à la juridiction. Donc concrètement, le demandeur va s'adresser à la juridiction pour avoir une autorisation de saisie des avoirs bancaires. Cette ordonnance sera exécutoire dans toute l'Union européenne sans exéquatur. Mais pour que cette demande soit couronnée de succès, eh bien, elle doit contenir de nombreuses informations, dont des informations sur la banque et sur le compte bancaire à saisir, notamment le numéro de compte. Et le demandeur n'a pas forcément ces informations-là. Alors, le législateur de l'Union européenne a permis de pallier cette ignorance en prévoyant un mécanisme d'aide à la recherche des informations. Donc, le demandeur va faire une demande de recherche d'informations patrimoniales dans sa demande de saisie des avoirs bancaires. Alors, comment ça se passe concrètement? Ici, il faut se reporter à l'article 14 de ce règlement-là. Et le texte indique que s'il a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque dans un état déterminé, eh bien, le créancier a la possibilité de demander à sa juridiction, la juridiction compétente selon les règles du règlement Bruxelles 1 bis, de demander aux autorités de l'État membre d'exécution des informations. Important de souligner que cette demande de renseignement n'est possible que si le demandeur est titulaire d'un titre établissant son droit de créance. Il peut s'agir d'un acte authentique, il peut s'agir d'une décision de justice, il peut s'agir d'une transaction judiciaire, il peut même s'agir d'un titre qui n'est pas encore exécutoire. Mais dans ce cas-là, on ajoute des conditions supplémentaires. Il faut par exemple que le demandeur démontre qu'il y a une menace dans le recouvrement. Et si la juridiction estime que la demande est bien étayée, elle va faire cette demande de renseignement dans l'État membre d'exécution. Alors, pour aller un peu plus loin, quelles sont les autorités dans l'État membre d'exécution qui peuvent être sollicitées? Aucune précision, les États sont libres de désigner les autorités compétentes. Et une grande latitude est laissée aux États en ce qui concerne la méthode de recherche des informations patrimoniales. Il suffit, pour être respectueux du règlement, de prévoir l'une des 4 méthodes que le règlement énumère. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très vaste. Première méthode, eh bien, c'est l'obligation pesant sur toutes les banques situées sur le territoire de l'État de déclarer si le débiteur détient un compte auprès d'elles. Recherche auprès des banques. Deuxième possibilité qui peut être retenue par les États, prévoir l'accès des autorités compétentes aux registres qui sont détenus par les administrations. Recherche via les registres. Ou alors prévoir une injonction faite au débiteur de déclarer le contenu ou indiquer s'il a des comptes bancaires. Recherche auprès du débiteur. Et alors la quatrième, c'est la plus formidable de toutes. Toute autre méthode efficace et efficiente à condition qu'elle ne soit pas disproportionnée en coût et en temps. Autant dire, c'est tout. Est-ce qu'il faut s'en étonner? Je ne crois pas. Pourquoi? Bien, très simplement parce que c'est le reflet de la diversité des législations nationales. Et ce règlement n'a pas pour but d'harmoniser les questions de recherche proprement dite et de collecte proprement dite des informations patrimoniales. Donc, en somme, si on doit résumer l'action de l'Union européenne en matière de transparence patrimoniale, on peut considérer qu'elle est frappée par une double limite. Première limite, eh bien, on envisage la problématique de la transparence patrimoniale sous un seul aspect, qui est celui de la circulation des informations entre États membres. Tout ce qui concerne la collecte proprement dite des informations, on l'abandonne aux législations nationales. Et seconde limite, qui n'est pas la moindre, dans le domaine d'application des dispositifs mis en place, eh bien, le domaine d'application de ces dispositifs mis en place épouse par définition le domaine des règlements dans lesquels ils sont prévus.
C'est-à-dire que dans le règlement 4/2009, le mécanisme de recherche des informations se limite à l'assiette du règlement obligation alimentaire. Pareil pour le règlement sur la saisie conservatoire des avoirs bancaires. Or, si on veut être efficace, il aurait fallu prévoir des procédures d'investigation patrimoniale qui ont sinon un champ d'application qui s'étend à toute la matière de la coopération judiciaire civile, du moins pas un champ d'application qui est limité à une procédure de recouvrement donnée ou à une procédure de saisie conservatoire donnée. D'ailleurs, à ce propos, on peut critiquer la planification législative qui est suivie par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. On a pris les choses à l'envers, selon moi. Donc, comment s'en sortir ? Bien, cette double limite permet d'attirer l'attention sur l'importance qu'il y a de créer des instruments législatifs européens spécialement consacrés à la transparence patrimoniale. Et vous avez compris mon propos, pour que cette action soit de qualité, il faut qu'elle s'inspire des standards définis par le Conseil de l'Europe. Donc dans les 5 minutes qui me restent, je vais envisager des quelques suggestions qui peuvent être faites dans ce cadre-là. Donc projetons-nous dans l'avenir, parce que finalement, c'est l'objet des congrès de se projeter dans l'avenir et d'envisager ce qui pourrait être. On propose, mais le législateur dispose. Donc il faut faire preuve d'humilité également. Alors qu'en est-il de cette combinaison entre les travaux du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne en matière de transparence patrimoniale ? Le principe de la création d'instruments législatifs, règlements ou directives, intégralement consacrés à la transparence patrimoniale est acquis. Maintenant, la question se pose de savoir quel mode d'accès à l'information retenir. Alors, si on analyse les travaux préparatoires de la Commission européenne et du Parlement européen, on a, malheureusement, si j'ose dire, mais vous allez comprendre le propos, une sorte de préférence pour la recherche des informations auprès du débiteur lui-même. Alors, c'est très clair pour la Commission européenne, elle l'a affirmé dans une communication de 1998, et elle l'a affirmé de façon un peu plus nuancée dans un livre vert de 2008. Donc le livre vert, c'est tout simplement un document qui est adopté par les services de la Commission européenne, dans lequel il y a plusieurs questions. Toute personne intéressée peut répondre à ces questions, y compris d'ailleurs les structures représentatives d'une profession. Et à partir de ces réponses, la Commission européenne rédige une proposition législative. Donc il y a eu un livre vert en 2008 sur la transparence patrimoniale. Elle envisage différentes méthodes et elle insiste surtout sur 2 méthodes. Première méthode, harmonisation des législations nationales, obligation pour les États de créer un mécanisme de déclaration patrimoniale, mais les États seraient libres de définir les modalités. Seconde solution, aller encore plus loin et prévoir une procédure uniforme de déclaration patrimoniale. Et par hypothèse, pour la Commission européenne, il faudrait que le débiteur révèle l'intégralité de son patrimoine. Pour sa part, le Parlement européen a adopté une résolution en 2011 dans laquelle il suggère la création d'une ordonnance européenne de transparence. Là encore, c'est la même idée. Vous vous adressez à une juridiction ou une autorité, le Parlement n'est pas très précis sur ce point, qui délivrerait cette ordonnance de transparence. Cette ordonnance de transparence serait exécutoire dans toute l'Union européenne sans exéquatur et elle ferait obligation au débiteur de déclarer le contenu de son patrimoine. Alors que faut-il en penser ? De prime abord, c'est très séduisant, parce que la recherche de l'information auprès du débiteur, à travers cette déclaration patrimoniale, permet des informations sur les éléments actifs comme sur les éléments passifs du patrimoine. Elle permet des informations tant sur les biens qui sont situés dans le territoire du fort qu'à l'étranger. Donc ça serait l'idéal. Pour autant, je pense que le législateur devrait axer son propos davantage sur la recherche d'informations auprès de tiers. Pourquoi ? Eh bien, on revient au même problème lié à la sanction qui est assortie, qui est encourue en matière de déclaration de patrimoine. Donc, sans perdre de vue la cohérence d'ensemble de son propos, le législateur de l'Union européenne pourrait envisager 2 actions simultanées, une pour la recherche des éléments passifs du patrimoine, l'autre pour la recherche des éléments actifs du patrimoine. Pour les éléments actifs, on pourrait imaginer une procédure uniforme
d'investigation patrimoniale. Pour les éléments passifs, dès lors que les mécanismes de publicité des mesures d'exécution ne sont pas très répandus en Europe, on pourrait envisager une harmonisation des législations nationales. Donc, si vous me donnez encore 2 minutes, je peux dire un mot sur ces deux aspects-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Concernant la recherche des éléments actifs du patrimoine, on pourrait envisager la création d'un règlement européen qui créerait une procédure uniforme d'investigation patrimoniale, un peu à l'image de ce qui existe en matière d'injonction de payer européenne, c'est-à-dire procédure uniforme qui se superpose aux législations nationales sans les modifier et qui ne s'appliquerait que dans les litiges transfrontières, parce que c'est la solution qui paraît la plus cohérente au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité de l'action de l'Union européenne. Cette procédure devrait permettre aux autorités d'exécution, et donc au premier chef les huissiers de justice, de rechercher des informations à travers la consultation de registres. Pour moi, le déclenchement de cette procédure devrait être le plus tôt possible. Alors bien entendu, le demandeur qui dispose d'un titre établissant son droit de créance devrait pouvoir avoir accès à cela. Mais on devrait aller plus loin et permettre au demandeur qui n'est pas encore titulaire d'un titre établissant son droit de créance d'obtenir cette ordonnance. On le fait pour les saisies conservatoires. Pourquoi ne pas le faire pour les investigations patrimoniales? Il faudrait simplement subordonner l'accès à cela à une autorisation judiciaire qui pourrait être délivrée à travers la réunion de 2 conditions qui sont très connues en Europe, créance paraissant fondée en son principe et menace dans le recouvrement. Ce sont les conditions qui sont retenues pour une saisie conservatoire. Pourquoi ne pas les retenir pour l'investigation patrimoniale? Le débiteur a davantage de difficultés quand son compte est saisi à titre conservatoire plutôt que simplement faire l'objet d'une information. Donc qui peut le plus, peut le moins, à mon sens. Et au niveau du déroulement de cette procédure européenne, il faudrait nécessairement impliquer les autorités d'exécution de l'État membre d'exécution, en faire des partenaires privilégiés, des intermédiaires obligatoires. Dernier mot concernant la recherche des éléments passifs, je ne vais pas développer parce que je pense que le modèle belge est le modèle à suivre. Donc on pourrait imaginer une harmonisation des législations nationales au travers cette fois d'une directive qui imposerait aux États de prévoir des fichiers comme vous les connaissez, fichiers nationaux, un fichier européen serait une catastrophe, mais des fichiers nationaux informatisés, accessibles aux professionnels de l'exécution. Enfin, pour conclure, et au-delà de toutes ces considérations techniques, le législateur de l'Union européenne devra s'assurer de la haute qualité des règlements et des directives qui seront adoptés en matière de transparence patrimoniale. Et à cette fin, chaque instrument créé devra non seulement être protecteur des droits fondamentaux, mais également être adapté aux évolutions technologiques et surtout répondre aux besoins identifiés par la pratique. De même, sauf à manquer son objectif, le législateur de l'Union européenne devra veiller à la cohérence de son action, la cohérence dans toute la matière de la coopération judiciaire civile. Car il ne doit pas, à mon sens, traiter isolément la problématique de la transparence patrimoniale. Il doit la traiter dans une réflexion d'ensemble menée sur la création d'un droit européen de l'exécution. Il faut garder à l'esprit que la collecte et l'échange d'informations patrimoniales ne se conçoivent que dans le cadre d'un processus qui conduit à l'exécution d'un titre. Autrement dit, la transparence patrimoniale s'analyse en un moyen au service d'une fin, l'exécution. Je vous remercie.